Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Enfin disons que cette semaine on va plutôt parler monnaie, argent, flouze, bifton, pognon de dingue, thune, fric, radis, cash, oseille, patate, pépette, dinero, gold, berry. Oui, on va parler du prix des mangas. Avec l'inflation et l'augmentation du coût des matières premières, vos mangas vont-ils coûter plus cher ? Votre pouvoir d'achat de manga va-t-il diminuer ? Vous saurez absolument tout en écoutant cette émission. Et a priori, aucun candidat à la présidentielle n'a parlé de ce sujet. Non. Je trouve ça inadmissible. Donc, votez pour nous, surtout, votez pour nous. Voilà. Retenez cette information. La 5ème de business. Exactement. Plus sérieusement, je vous propose, avant de commencer cette émission, de faire un petit rapide tour du monde pour voir comment se situe la France niveau prix d'un manga. Évidemment, les chiffres qu'on va vous donner, ça va mettre en perspective avec le niveau de vie des pays en question, hein. Donc, le prix d'un manga en France, on va prendre un exemple qui est celui de Promise Neverland, manga qui est sorti dans le monde entier. Assez récent. On a fait en une France, émission dessus, si vous voulez. Exactement, on a fait 3 émissions. On a fait 3, ouais. En France, ça coûte 6,89€. Ok, c'est précis. C'est précis. Au Japon, ça coûte 506 yens. Ah, c'est aussi précis. 506 yens, ça fait un peu moins de 4€. En ce moment. En ce moment, tout à fait. En Angleterre, ça coûte entre 7 et 10 livres. Et pas donc, soit entre 8 et 12€. Mais je croyais que c'était un livre. Ah putain, c'est cher. Il m'a fallu comprendre la blague et tout. En Espagne, ça coûte entre 7,60€ et 8€. Pourtant, la vie est pas chère là-bas. En Italie, ça coûte 5,90€. Ah, pas cher. Mais les imprimeurs vivent en Italie. C'est ça, exactement. En Allemagne, ça coûte 6,99€. Ça ressemble. Ils ont un plus grand pouvoir d'achat que nous. Aux USA, c'est entre 8 et 10$, donc soit entre 7 et 9€. Et au Brésil, territoire où il y a le plus de Japonais au monde après le Japon, 30 réals, donc soit 6€ environ. C'est pas mal, hein. Ouais, mais après, tout ça, en gros, c'est cool, mais c'est pas les mêmes standards. Donc on parle de termes de prix, mais par exemple au Japon, les formats, le papier n'est pas forcément de meilleure qualité que nous. Ouais. En Angleterre, il n'y a pas de jaquette. Enfin, c'est une couverture directe, toi, c'est dur. Je connais pas le nom exact, désolé pour les trucs. Et les États-Unis, je pense que c'est un peu pareil. Du coup, oui, ok, le prix est différent, mais en même temps, les standards sont pas différents. L'expérience de lecture est différente. Oui, mais c'est c'est comme la théorie du Big Mac. C'est quoi la théorie ? Ah oui, c'est pour évaluer le niveau de vie d'un pays ou un autre. Très bien cette théorie, parce que quand je suis allé au Japon, moi aussi en 2010, le Big Mac était le Maxi Best of était à 4€. Et j'ai fait quoi ? Mais c'est quoi ce pays trop bien ? Alors le niveau de vie moyen au Japon est moins élevé qu'en France. Et ouais, mais après ça dépend pour les transports ou pour les logements. Les transports et le logement coûtent cher, mais la bouffe et même ce que tu achètes dans les boutiques, c'est beaucoup bien moins cher qu'en France. C'est juste qu'effectivement. Non, par contre, je voulais dire juste, en tout cas, globalement, pour un illustré, c'est pas très cher, quoi. Même quel que soit le pays dans lequel on se place, c'est quand même un produit bon marché, quoi. Ouais, même si les 30 réals au Brésil, à mon avis, il faut avoir un certain. Oui, mais je veux dire, par rapport à un livre au Brésil, bon, après, je connais pas tout. Après, de toute façon, les gens qui lisent des mangas au Brésil, je pense que c'est aussi une certaine catégorie sociale. Bien sûr. Voilà, vous écoutez donc la 5ème de couve et c'est l'heure de parler de la politique du prix des mangas en France. Va-t-elle changer ? C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue dans la 5ème de couve. Nous voici enfin prêts à découper, à charcuter, à dépecer et à aimer le prix des mangas. Enfin, on va surtout voir ça dans un instant. Salut Robin, salut Johnny. Est-ce que vous avez pris vos petites notes, vos carnets ? Est-ce que vous avez vos calculettes Texas Instruments spécial trigonométrie ? Coquinou, je vous salue, j'ai ma Texas. Instrument 89, ma TI 89 plus. TI 89 plus, toi ? Ouais, je l'avais plus, ouais. Beau gosse. Moi j'étais Casio plutôt, mais ouais. Ah ouais, toi t'es le genre de mec Casio. J'étais Casio. Toi, t'auras jamais ton bac comme ça. Nous sommes la 5ème de couve et nous sommes sur les réseaux sociaux. Si vous voulez bavarder, n'hésitez pas. Insta, Facebook, Discord ou Twitter. Et pour ne rater aucune émission, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle.
Sachez dans cette émission que des intervenants indirects y participent. En fait, nous avons demandé leur avis sur plusieurs questions à différents éditeurs. On n'a pas demandé ces retours à tous les éditeurs parce qu'ils sont nombreux maintenant, beaucoup, ouais. et tous n'ont pas souhaité répondre à nos questions non plus, mais vous allez entendre qu'on a quelques petits retours assez sympas. Pourquoi on fait cette émission? Elle est là notamment parce que les coûts des matières premières augmentent. Ça, on l'entend, mais surtout, on entend que le pétrole augmente, que le gaz augmente, on entend que le coût du papier augmente, on entend que le coût des licences augmente aussi pour les éditeurs. Bref, tout augmente. Il y a des lecteurs de manga aussi un peu plus riches et plus nombreux qu'avant. Ça aussi, vous allez voir que ça peut jouer sur les prix. Donc, ces prix des mangas, est-ce qu'ils vont augmenter? C'est la question qui nous turlupine aujourd'hui. La réponse est évidemment pas si simple que juste oui ou que juste non, mais évidemment elle est plutôt sur le oui en fait. Et oui, on est dans la merde. Non mais voilà, les prix des mangas, est-ce qu'ils vont augmenter? C'est un peu le sens de l'histoire à mon avis. Enfin tu vois, l'inflation, tout augmente. Enfin, on peut pas, ça fait longtemps que ça n'a pas augmenté en plus. On peut pas rester sur les mêmes prix. À un moment donné, il y a un jour où tout le monde va décider d'augmenter en même temps. C'est peut-être pas cette année, mais ça va arriver tôt ou tard. Bah c'est ça, c'est que le livre a toujours été un produit très épargné en France de l'inflation. Effectivement, il y a eu plusieurs politiques pour ça, aussi pour favoriser les libraires et tout, mais au bout d'un moment, il y a un point de rupture que tu peux pas, auquel tu peux pas échapper, et là effectivement on arrive vraiment à un contexte où les prix augmentent tellement partout que forcément ça paraît logique que ça impacte sur celui du livre, quoi. La question c'est dans combien de temps, quoi. Voilà. Après tu dis il y a beaucoup de plus de lecteurs aujourd'hui qu'avant, et en gros c'est normal que le prix augmente parce qu'il y a plus de lecteurs qu'avant, mais justement pour moi c'est inversement proportionnel. Plus il y a de lecteurs, plus le coût de fabrication unitaire justement se réduit, parce que plus t'imprimes, généralement tu gagnes sur le prix unitaire. Donc genre tu passes, je sais pas moi, en format familial, j'ai envie de dire. Donc logiquement, pour moi, tu devrais pas augmenter le prix. Bah alors ce que tu dis, c'est probablement ce qui a permis que le prix n'augmente pas depuis un moment et qu'on reste à une certaine stagnation. Mais le fait qu'on soit plus nombreux à lire des mangas ont attiré plus d'éditeurs qui vont tous vouloir plus de licences, qui vont tous vouloir les acheter à des prix bien plus hauts, qui vont devoir faire du marketing bien plus coûteux, et on va se retrouver dans des zones mass market où tout va coûter plus cher, et où la moindre pub, là où t'achetais une pub dans Japan Live, ça te coûtait X euros. Maintenant, si tu veux l'acheter dans le magazine numéro 1 en France, parce que ton truc, tu as décidé, tu l'as vendu à tes ayants droit comme le futur numéro 1 du manga, bah ça va te coûter 200 000 balles. Oui, ça me fait penser un peu à un truc qu'on m'a dit récemment sur le lecteur omniscient qui justement Solo Leveling a tellement marché que maintenant la licence du lecteur omniscient par exemple est plus chère que ce qu'elle aurait pu être il y a un an et demi. Ouais, et puis il y a aussi le côté on parlait des matières premières qui augmentent, c'est aussi que les capacités de production, notamment de papier, on en a déjà parlé ici, sont aussi aujourd'hui plus capables justement de s'adapter à la demande qui est vraiment très très forte. On a énormément de lecteurs, et aujourd'hui les papetiers, les imprimeurs et tout ça, ils ont du mal à suivre le rythme, quoi, en gros, et ça a aussi un impact forcément sur les coûts, quoi. Sachant qu'on est les mêmes en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ça augmente partout, à passer par les mêmes imprimeurs. Oui. Et maintenant, de plus en plus d'éditeurs français commencent à passer par la Chine, chose qu'ils ne faisaient pas avant, parce que entre les délais, les transports. Mais tu vois, par exemple, je voyais la réédition de Zetman, enfin la réimpression, pardon, de Zetman. Chez Delcourt Tonkam, ils avaient laissé mourir Zetman pendant un moment. Ouais, le tome 18 était à 100 €, je m'en rappelle. Exactement, mais maintenant il est à 7 €. Bon, ça c'est bien. Non, il est à 9. Ils sont à 9 en 9. Et Zetman se retrouve maintenant, c'est plus indisponible. Mais c'est marrant, ça a été imprimé en Chine. Donc du coup, ils ont mis ce délai de 1 an, le temps que ça vienne par bateau, etc. Mais en tout cas, elle est présente. Ouais, mais là, on parle de réédition pour le coup. On parle pas de réimpression, pardon. On parle, c'est pas une nouvelle série. Bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, de plus en plus d'éditeurs vont peut-être se tourner, s'ils ont le temps, vers des alternatives un peu plus lointaines qui leur permettraient éventuellement de baisser les prix. Ça a un coût écologique aussi. Ouais, c'est pas sûr. Et en plus, il faut aussi que parce que nous en Europe notamment, et a fortiori en France, on imprime beaucoup nos livres avec des normes, des certifications très précises de type de papier, imprimé sur avec du papier provenant de forêts renouvelables et tout machin. Et ça,
tu vois, en Chine, bon, j'imagine qu'il y en a qui ont l'assertif parce que pour étendre leur marché, il fallait qu'ils l'aient, tu vois, mais pas sûr qu'ils l'aient tous et voilà. Et pas sûr qu'ils puissent tous nous servir, voilà, et pas sûr qu'ils aient envie de tous nous servir. Et les Chinois, pour le coup, c'est vraiment, ils vont au plus offrant, quoi. Donc c'est vrai que là, va y avoir une bagarre aussi à ce niveau-là. Et il y a un très gros marché, on le soupçonne pas, hein, mais il y a un très gros marché en Malaisie, en Indonésie, et ainsi de suite, en Thaïlande, sur le manga. Il y a aussi beaucoup de lecteurs dans toute l'Asie, toute l'Asie du Sud-Est. Comment le prix du manga a évolué en France depuis 10 ans ? Parce que avant de se demander si ça doit augmenter, si ça va augmenter, si c'est normal que le prix d'un manga augmente, faut peut-être regarder un petit peu en arrière. La dernière vague d'augmentation, je pense qu'elle date de 2012, la vraiment dernière grosse vague d'augmentation, lorsque Nicolas Sarkozy, juste sur la fin, quand il a voulu faire son chant du cygne, là, il a décidé d'augmenter la TVA du livre de 5,5 à 7%. Ce qui a fait bondir tout le monde, bien évidemment. Derrière, François Hollande est arrivé et l'a remise à 5,5 tout de suite. Mais les éditeurs ont gardé leur nouveau prix. Et ouais, la gauche. C'est un peu comme bien, à l'époque, vous savez, dans la restauration, c'était pareil. Oui, ils avaient baissé, ils avaient laissé les prix. Évidemment. Donc du coup, restaurateur comme toi, hein. Et éditeur, même combat. Donc en 2011, quand ça a été annoncé, ils ont tous, évidemment, monté leur prix par rapport à cette TVA. Donc Naruto est passé de 6,75 à 6,85. Reel de Inoue s'est passé de 8,50 à 8,75. Et puis du coup, quand la TVA est revenue à 5,5, ils avaient gardé, quoi. Ça a été gardé. Mais ceci dit, les libraires devaient garder la TVA à 7 pour les bouquins qu'ils ont achetés à 7. Ah oui, du coup c'est chiant pour le fond. Ça devait être un de ces bordels. C'est relou. Non, mais après t'as tout ce qui c'est dans le logiciel informatique. Mais après, moi j'ai vraiment une vision très très nette d'avoir acheté mes Shaman King à 35 francs. Et franchement, ça, il y a plus que 10 ans. Il y a plus que 10 ans, c'était avant 2001. Mais j'ai vraiment, là dans ma tête, j'ai cette étiquette que mon libraire collait avec l'étiqueteuse, tu vois, qui badgeait comme ça, très vintage aujourd'hui. Mais en gros, sur tous ces mangas, il mettait un truc 35 francs, quoi. Après, c'était pas la même époque. Hein. Le SMIC, il était à 6 880 francs, autant dire 1 000 € aujourd'hui. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, le SMIC, c'est 1 600 balles. Je parle en brut, pour ceux qui veulent savoir. Mais du coup, c'est pas la même chose. Donc, c'était il y a 20 ans, on n'avait pas le même niveau de vie. Donc oui, 35 francs aujourd'hui, c'est pas 35 francs. Moi, mon repère pour l'inflation, c'était le demi dans les bars en général. Et c'est à ça que je me réfère pour savoir si le coût de la vie a augmenté, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, j'ai payé mon demi 2 € et c'était logique, tu vois. Et maintenant, non, il est plus à 3,50. Enfin, en tout cas, là où on habite. Ah non, moi, c'était à 9 € la dernière fois. Je fais, vas-y. Ah, ton demi, ta pinte. Non, ton demi. Non, ma pinte. Ah oui, putain. Tu peux trouver des pintes à 2,80 à Paris. Bien sûr. Après, elles sont pas très bonnes. On peut toujours trouver, mais ouais, voilà. 23h. Si tu vas avoir mal au crâne le lendemain. Mais elles sont pas très bonnes. Ceci dit, cette hausse, elle coïncidait malgré tout avec une hausse des coûts de production, puisqu'il y avait eu la fameuse crise de 2008. Ah oui. Et qu'il y avait déjà une hausse de la consommation du manga en France. On a eu plusieurs de ces vagues de hausse de mais il y a le prix consommation du d'Angoulême manga aussi, Nononba, c'était 2008-2009, je crois. 2007, je crois. 2007. Ouais, et donc du coup, il y avait aussi une nouvelle vague autour du manga dans ces années-là. Et ça coïncidait donc aussi avec les hausses de coûts de production. Donc finalement, c'est aussi pour ça qu'ils avaient augmenté. D'ailleurs, Glénat avait anticipé cette augmentation en passant les mangas de 6,50 à 6,90. J'ai anticipé l'augmentation. À l'époque, ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas touché à ce prix. Ouais. Donc voilà. Et depuis d'ailleurs, les mangas GL10, ils ont tous des codes prix. Hein, vous pouvez les voir derrière les mangas. Les mangas GL10 de chez Glénat, ils sont toujours à 6,90. Ça n'a pas changé là pour le coup depuis 10 ans, quoi. Ouais. Non, c'est fou. Mais après, c'est normal que la TVA change ou pas. Je pense qu'autant en profiter. Les clients, ils sont habitués en fait à ce nouveau prix. Donc tu vas pas faire chier en rechangeant derrière en disant bah non, finalement c'est moins cher. Bah non. Ils sont habitués, bah tu le laisses. Après, puis ils s'étaient fait insulter déjà par tout le monde à ce moment-là. Donc ils ont pris la vague. En 2012, tu vois, Twitter, c'était pas trop encore ce que c'était maintenant. Tu vois, donc et ça se trouve, non, mais en vrai, il y a peut-être un problème de comptabilité. C'est trop chiant de changer un niveau de prix. Je pense pas, parce que c'est une case à mon avis. Mais on peut pas dire que ça a poussé les gens à acheter moins de mangas. En tout cas, ça c'est sûr. Non, pour le coup. Et puis si on va plus loin encore, tu vois, tu parlais de 35 francs pour Shaman King. Shaman King, ouais. Mais chez Kurokawa, les bouquins à 6,50, enfin les bouquins étaient à 6,50. Il y avait même les Hajime no Ippo qui étaient à 5,95. Ça marchait déjà pas à l'époque, Hajime no Ippo. Ouais, c'était. Mais ils les avaient mis à 5,95. Chez Kana, les mangas étaient à 6,25. Chez Tonkam à 6,25. Chez Kazé à 6,50. Ouais. Mais ouais, je me souvenais que de toute façon Kana,
Enfin, moi, souvent, quand j'étais jeune, le distinguo, c'était Kana Glénat. Il y avait les deux, c'était les deux gros. Ouais. Quoi. Et c'est vrai que Kana était moins cher, mais les bouquins étaient plus fins. Alors, je sais pas en termes de fab exactement. Pour le coup, moi, c'était Kana Pika. Parce que Pika était plus gros. Ouais. Et Shaman King, par exemple, c'est vrai que c'était tout petit. Et là, ça collait plus à l'édition, on va dire, japonaise, où ils sont très petits, avec un papier très fin et pas forcément de bonne qualité. Et le format est vraiment petit. C'est pas que les pages qui sont fines, c'est le format en tant que tel. Mais Kazé a repris, par exemple, avec Blue Exorcist ou même Kaiju 8 aujourd'hui, je pense que c'est le même format que c'est les fameux mangas Shonen Jump. Voilà. Tu as le logo Shonen Jump derrière. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça me gênait pas trop de payer mes Glénat un peu plus cher parce que j'avais l'impression qu'ils étaient plus gros. Bah oui, t'es Ray. Alors que à 40 francs. Mais c'est Kiun qui, quand Kiun est arrivé, ils ont fait des mangas direct beaucoup plus épais. Et après, en plus, ils sont partis sur du seinen assez rapidement. Donc, en plus, ils jouaient pas non plus dans la même gamme. Mais ils sont arrivés avec des mangas bien épais, bien gros. T'avais l'impression d'avoir un truc que c'était plus rentable. C'est vraiment ça. T'as le même nombre de pages. Je me souviens très bien des Judge où tu fais. Putain, ça prend plus de place, ça prend la place de 6 mangas alors qu'il n'y en a que 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as cette impression. Ils devaient prendre un papier bouffant qui gonflait un peu. Je pense, non, puis je te dis, on n'est pas vraiment du tout sur la même gamme de titres en plus. Donc voilà. Mais bon, tout ça pour dire que là, ça fait quand même un moment donné qu'on est à des prix sous les 7 €. Et je pense que pour l'instant, c'est encore le cap. La limite que les éditeurs doivent se fixer pour tout ce qui est blockbuster, shonen, comme ça, petit manga, c'est 7 €, la limite à ne surtout pas dépasser parce que sinon tout le monde va te tomber dessus. C'est marrant que tu parles du cap des 7 € parce que justement je suis allé voir un site où j'ai trouvé une sorte de convertisseur franc-euro qui prenait en compte l'inflation. Donc en gros, j'ai regardé mes 35 francs Shaman King des années 2000 en euros. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui en 2021, toi, en euros 2021? Et ben 35 francs des années 2000 en euros 2021, ça vaut 7,11 €. Donc finalement. donc c'est 7,11 peut-être la limite. Non mais finalement les prix suivent l'inflation de la vie, quoi. Je pense que tout le monde a fait le même calcul que toi et aura une barrière psychologique à 7 €. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est vraiment la vraie vie. Et je me suis dit les éditeurs ne nous arnaquent pas tant que ça en fait. On suit juste le coût de la vie, quoi. Bon, évidemment, un éditeur a déjà annoncé des hausses de prix et me fait dire que je me trompe complètement et que la barrière des 7 € va être dépassée puisque Panini a déjà annoncé des augmentations de prix, Panini Manga, l'éditeur, et une série comme Demon Slayer qui tombe donc dans la case Shonen Jump dont on parlait tout à l'heure, elle est passée de 6... Enfin, elle est passée là, ça y est, de 6,99 à 7,29. Donc là, Panini a décidé de briser, alors ils étaient déjà très, très, très au bord, de briser la limite des 7 €. Ouais, mais attends. Donc on est à 37 francs à peu près. Ouais, mais attends, parce que c'est 7,29 en prix unique de base. Ça veut dire que si t'as tes 5% de libraire, tu passes en dessous de tes 7,29. Tu passes en dessous des 7,29 avec les 5%? Je sais pas. Je te laisse faire. Je vais faire le calcul. Tu penses que la barrière psychologique c'est uniquement celle des libraires? Je prends ma TI. Prends ta TI+. Pendant ce temps-là, je donne mes autres. 0,95, ça fait 6,93. Donc avec les 5% on est en dessous. Ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui aujourd'hui ils font ça pour favoriser les libraires qui font les 5%. C'est peut-être vrai. Peut-être. Putain, bien vu. D'autres augmentations donc chez Panini, les mangas à 7,99 passent à 8,29, les mangas à 8,99 passent à 9,29. C'est tellement chiant les 9. Il reste les mangas à 9,99 passent à 10,99. Oula, là on passe un cap psychologique qui fait mal. Et les mangas à 16 passent à 16,99. Et là tu t'en fous parce que tu restes en 16. Oui, c'est moins de 20 balles. Ouais, Banana Fish, Eden. Ouais, allez, mais ça, à 17 mais là, tu sais, tu payes cher. Donc, tu payes 1 € de plus en vrai, je pense. Mais c'est vrai que Panini, c'est les premiers. En vrai, ils ont un peu essuyé les plâtres parce que c'est les premiers à avoir communiqué sur cette. Les seuls. Et c'est vrai que je pense que les autres éditeurs leur savent gré, tu sais, d'avoir vraiment d'être allé en première ligne. Allez-y, déversez votre fiel sur Panini parce que nous, on va y aller derrière. La chair à canon. Mais ouais. C'est peut-être un peu anticipé, mais bon. Chez Black Box, qui est un bien plus petit éditeur que Panini qui est quand même une machine européenne. Ils sont éditeurs en Allemagne, ils sont éditeurs en France, en Italie, en Espagne. C'est une machine, tu vois, Panini. Chez Black Box, où c'est quand même beaucoup plus familial, eux, ils ont carrément fait un sondage auprès de leur communauté pour prendre une décision.
Donc c'était soit rogner sur tel et tel élément de fabrication ou alors augmenter le prix. Et c'est l'augmentation du prix qui l'a emporté juste sur une seule gamme. Les 13,99 passent à 14,99, mais là ça a été un choix avec la communauté. Bah c'est plutôt fair de leur part. Franchement, je trouve, moi j'aime bien ce genre. Non mais après, c'est c'est ce que je disais. En gros, 13,99 ou 14,99, ça change pas grand chose. Surtout que là on parle c'est de moins de 15 balles. on parle de séries où peut-être, enfin c'est des petites séries, c'est peut-être 15 tomes, 20 tomes. Ça sera jamais une série à 100 tomes. Non, parce que Black Box n'a pas de série voilà, à 100 tomes. une série à 100 tomes, peut-être qu'un jour ils auront Kochikame, jamais ils le prendront. mais du coup là on en reparlera à ce moment-là. Mais tu vois, ça va. Franchement, 15 tomes avec 1 euro de plus, ça te fait 15 euros de plus, ça va. Au milieu de tout ça, il y a un autre éditeur qui a annoncé une augmentation de prix, c'est Pika, à propos de leur code prix PK41. Regardez vos mangas si vous avez un PK41. Et les PK41 passent de 7,75 à 7,95 depuis le 1er décembre dernier. C'est quelle série? C'est Happiness, 9, Origin, Pumpkin Scissors, To the Abandoned Sacred Beast ou Yozakura Quartet. C'est un peu leur meilleure vente. Hein, Sérieux, ça existe encore Pumpkin Scissors? Bah ils le vendent encore, ouais, bien sûr. C'est fou, j'étais stagiaire. Attends, mais ils ont arrêté tellement de choses et ils ont gardé Pumpkin Scissors. Ça me dégoûte. Non, alors pour le coup, on a posé la question à Pika, ils nous ont répondu le pourquoi du comment de cette augmentation de prix et si eux, ils allaient augmenter les prix. Pour le reste de leur gamme, puisqu'ils avaient déjà augmenté sur la PK41. Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Nous n'allons pas répercuter sur les prix, la hausse du prix du papier pour l'instant. Le pour l'instant est important. Le pour l'instant est important, soit. Mais en tout cas, c'est pas dans les mois à venir, tu vois, ça se décide pas comme ça en un clin d'œil. Il voulait juste préciser un truc sur le PK41. Il parle donc de lissage sur ce code prix, qui n'a rien à voir avec le prix des matières premières. C'était pour harmoniser le prix des livres sur la gamme, et que même si le prix du papier n'avait pas augmenté, le code prix PK41 aurait lui augmenté, et que de toute façon ça concerne moins de 3% de leurs ventes sur le catalogue. Donc la hausse de prix n'a pas changé grand chose, hein. Ouais, mais tu vois, franchement c'est un peu un discours commercial pour moi. Il y a un moment, tu vois, le prix du papier augmente. C'est normal que le prix du livre augmente, quoi. Les éditeurs, ils ont une marge à tenir, ils vont pas baisser pour nous faire plaisir. Oui, mais de toute façon, ils avaient prévu de toute façon d'augmenter ce prix-là. En fait, c'est juste ça qu'ils me disaient, quoi. Non, l'info là qui me sidère dans ce que tu viens de dire, c'est que Pumpkin Scissors est toujours édité, alors qu'à My Goddess, moi, j'ai trop de mal à trouver mon allez, tome mettez-le à 15 euros, mais franchement, allez-y. Augmenter le code prix, je m'en fous. Mais... c'est clair. Bon, est-ce que les autres éditeurs vont suivre? Est-ce que les autres éditeurs vont augmenter les prix? Du côté de chez Glénat, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'ils espèrent retarder au maximum le moment où ils seront obligés de le faire. Ce qui va dans le sens de ce qu'on disait. Ouais. C'est-à-dire que tôt ou tard, ça va arriver. Cependant, tous les prix ne cessent d'augmenter, donc il est tout à fait probable que nous y soyons forcés tôt ou tard. N'attendez donc pas de hausse de prix pour compléter vos bibliothèques. C'est bien. Un joli petit discours commercial. Mais la plupart des prix sont liés à des codes prix, donc le fameux GL10 à 6,90 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc s'ils changent le GL10, ça augmentera sur la nouveauté comme sur le fond de catalogue. Ça augmentera sur tous les bouquins. D'où l'intérêt de créer des codes prix, effectivement. Exactement. T'as pas de prendre la tête. Noévé Graphics, qui est déjà sur une gamme assez haute, sauf une nouvelle collection dont on parlera tout à l'heure. Eux, à l'heure actuelle, ils vont maintenir leur tarif de leur catalogue, sauf pour la collection spécifique XS dont on parlera en fin d'émission. Chez Delcourt, Tonkam et Soleil, ils ne communiquent pas sur les conditions tarifaires, et si une décision en ce sens sera arrêtée, elle sera communiquée. Ah ouais, ils t'ont dit vas-y, va te faire foutre. C'est la cité de la peur, quoi. Laissez faire la police. Nous ne communiquons pas. Mais tu sais, il y en a plein qui m'ont dit on répond pas. Eux, ils m'ont quand même fait une phrase. Oui, ils t'ont répondu quand même. Ils sont phrase. sympas. Non, en vrai, c'est bien qu'ils t'aient répondu. Si, il y en a quand même un ou deux qui nous ont ignorés. Mais peut-être plus par manque de temps. Oui, on est en aussi. plein Angoulême. Tout ça. On était en retour d'Angoulême. On a laissé 5 jours pour répondre à la question. Oui, ça se comprend. C'est déjà cool d'avoir eu des réponses. C'est déjà cool d'avoir eu des réponses, je suis d'accord. Si ces prix sont ainsi en France, et s'ils ne bougent pas, et si personne comme un Blockbuster, comme un Golgoth, tu vois, comme Cultura ou la Fnac arrive en disant moi je fais moins 50% et comme ça je vais piéger tous les autres. C'est parce qu'on a une loi en France. On a une loi qui s'appelle la loi Langue, la loi du prix unique du livre en France, et elle fixe le prix à une somme qui ne doit pas bouger. Bah en fait c'est l'éditeur d'une œuvre publiée en France qui fixe le prix, et ensuite ce prix ne peut pas c'est ça. La loi changer. dit qu'un livre neuf vendu en France doit avoir un prix unique fixé par l'éditeur qui doit être imprimé sur la couverture
du livre. Ouais. Toutefois, le vendeur est autorisé à proposer une réduction allant jusqu'à 5% du prix du livre. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Pensez c'est pas beau. Plus. On peut pas Non, solder. puis, ouais. Non, puis c'est bien. Puis on fête les 40 ans cette année parce que la loi elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1982, qu'on est en 2022, donc on fête les 40 ans. Donc bon anniversaire, prix unique du livre Éloi Lang. de Jacques Lang. Bon Bon anniversaire anniversaire, Jacques Lang. Non, c'est en septembre. Il aura 83 ans. Il est toujours là. Merci Jacques. Merci à toi. Vous savez que cette loi a eu beaucoup de problèmes et qu'elle a failli ne pas arriver en France parce que à l'époque, donc, François Mitterrand venait d'être élu président de la République française en 1981 et dans son programme, il y avait, je sais plus combien, j'étais pas né. Hein. Il n'avait pas le T'es sûr monopole de du ça cœur. C'est tout ce que Oui, je je sais. suis sûr que j'étais pas né. Mais est-ce que Julie était née? Non, Julie n'était pas née non plus. non plus. Et donc dans le programme, il y avait, je sais pas, 90 propositions pour la France et la 87e proposition, c'était un prix unique du livre. Oui. Donc c'était Vraiment, dedans, tu vois. Non, mais Oui, il fallait dire des trucs. Quoi. c'était dans le programme. Et forcément, arrivé au pouvoir, c'était pas non plus le truc le plus attendu du monde. C'était la hein, 87e, donc du coup, il y en avait 86 Non, mais à faire passer surtout que avant. Mitterrand gagne à ce moment-là, c'était pas non plus le truc le plus Oui. attendu. J'ai attendu. Donc tous les ministères n'étaient pas réfléchis 6 ans à l'avance non plus quoi. Bref, Jacques Lang arrive, on lui confie cette loi, on lui confie cette mission et on lui dit tu fais un prix unique du livre, un truc super protectionniste. Ouais. Parce qu'en fait, quand on le réfléchit comme ça a l'air d'être culturel, Oui, donc dit de gauche, non. Mais en fait non, c'est une loi ultra protectionniste parce Donc, que dit de droite. donc plutôt dite de droite à l'époque. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça se comprenait, même si, enfin, la façon dont on perçoit les choses aujourd'hui et à l'époque change. Oui, parce que même l'idée du protectionnisme aujourd'hui, c'est pas nécessairement un truc forcément à droite quoi. Maintenant ça peut être, enfin souverainisme en tout cas on va dire, tu peux avoir des gens de gauche qui peuvent se tout dire à fait souverainistes. et mais sauf que pendant longtemps ce genre de truc était défendu par les gens qui étaient très à droite. Bah oui complètement. Ou à droite tout court. Et forcément il a galéré et en plus il y avait plein d'autres lois à passer, enfin, la peine de mort, tu vois, il y avait des trucs un peu sérieux à passer au milieu, donc les députés regardaient Jacques Lang. C'était vraiment la patate chaude. Allez, tiens, vas-y, Jacques Lang, vas-y. C'est ça. Et du coup, Jacques Lang s'est battu pour faire passer cette loi. Loi qui porte son nom et tout, tu vois. Ouais. Et il y avait un truc d'égo en plus derrière, j'imagine. Et il a réussi à la passer grâce aux députés de droite. Ce qui est assez marrant, voilà, c'est une des rares lois de François Mitterrand toujours, 40 ans, qui est passée. Et pourquoi c'est des députés de droite qui l'ont aidé, ou du centre? Parce que c'est des gens qui étaient mariés avec des auteurs ou des autrices, des auteurs et des autrices de romans, de littérature française. Et ils ont poussé leur mari député. Parce qu'à la base, c'était vraiment pour aider la création, pour pas qu'un gros, je sais pas moi, un gros distributeur, un gros truc mette des prix super en fait, bas. c'est ce qui arrivait à l'époque, c'est-à-dire que vous connaissez le fameux prix vert de la Fnac. Je sais pas s'il existe encore, mais pendant très longtemps, il y a le fameux prix vert de la Fnac. Et le prix vert, c'est sur ta nouveauté DVD, t'avais moins 30%. Ouais. Et bah, t'avais la même chose sur les bouquins. Donc les bouquins arrivaient en France, les bouquins étaient édités par les éditeurs français, ils arrivaient à la Fnac, moins 30%. Le libraire du coin de la rue, il le vendait plein pot quoi. Bah en fait ouais c'était qu'il avait pas les moyens. C'est une loi qui a quand même mine de rien vachement protégé la librairie et la librairie indépendante a fortiori, tu vois, mais effectivement comme dit Max, sinon t'avais les grosses machines, enfin les gros diffuseurs qui pouvaient rogner sur leur propre marge pour faire du chiffre, tu vois, ils pouvaient se permettre ça et au final bah ouais, je pense que l'écosystème de la librairie en France qui est encore très puissant aujourd'hui, c'est un peu grâce à cette loi aussi qu'il est resté aussi fort quoi. Et à l'époque la Fnac s'est battue contre cette loi. Bah j'imagine bien. Forcément. Mais forcément parce que je pense qu'ils voyaient leurs homologues américains, parce que c'est vrai que moi c'est un truc qui m'a choqué quand je suis allé en voyage. T'avais des écriteaux, moins 50% sur, je sais pas moi, tous les auteurs de fantasy, machin chouette. Et je fais, mais jamais nous on a ça en France en fait. Mais c'est là aussi où tu vois que la politique, ça peut être un levier quand même très fort pour ce genre de choses. Parce que tu prends un acteur comme Amazon aujourd'hui qui est quand même omniprésent, surpuissant. Alors certes, il est aussi très présent sur le livre. Mais tu vois, je pense qu'Amazon, ça les fait grave chier aussi qu'il y ait cette loi. Mais parce qu'ils n'ont pas la même chose dans les autres pays. Mais ils peuvent pas faire autrement quoi. C'est-à-dire que tu vends des livres en France, tu peux pas faire autrement. Dans l'introduction de l'émission, je vous ai donné des prix avec des fourchettes de prix. C'est parce que je suis allé notamment consulter sur Amazon et que j'ai pas su forcément quel était le vrai prix. Le vrai prix par rapport aussi parce à un qu'il y pourcentage avait en moins. sur Amazon, il y avait des prix barrés qui ne sont pas. Et là, la prochaine loi protectionniste française qui est
en train de passer. C'est la loi sur le prix des coups d'envoi. Oui, bien sûr. Ouais. Qui ne doit pas être 001. Qui ne doit pas être à 0 ou 001. Oui, parce que ça peut pas être gratuit. C'est pour ça qu'Amazon c'est 001. Mais ils vont encore relever ce coût. Oui, parce qu'à l'inverse, pendant le Covid, le confinement, ils avaient fait passer les frais d'envoi à 001 pour les libraires indépendants et pour justement faire en sorte qu'ils soient pas pénalisés par rapport à Amazon. C'est ça. Après, on a le droit de solder des livres en France, malgré tout. Il faut que le livre soit sorti depuis 2 ans et depuis 6 mois en stock. Ouais, c'est ça. En fait, tout ce qu'on dit, la loi du prix unique, ça ne concerne que les nouveautés, quoi. L'occasion, ça concerne pas le marché de l'occasion. Et puis ça concerne pas le marché de l'occasion et ça concerne que les prix des bouquins édités par des éditeurs français sur le territoire national. C'est pour ça que les prix changent en Belgique, au Canada ou en Suisse. On a beaucoup d'auditeurs dans ces pays-là. Vous allez les payer plus cher ou pas. Oui, parce que vous pouvez avoir des bouquinistes qui vont les solder tout de suite. Exactement. Ça peut arriver. C'est vraiment réservé au marché national. Après, il y a plein d'autres obligations sur le prix. Le fait de ne pas avoir le droit de le sortir en avance chez tel magasin et pas chez un autre, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de lois qui vont dans cette loi langue. Ça, je m'en suis rendu compte dernièrement, parce que je sais que parfois les stocks arrivent avant, un jour avant, etc., la veille, et ils le vendent directement. Mais par contre, pour les collectors, à chaque fois on me dit bon, on le reçoit peut-être la veille, mais on ne le donne pas avant, on le donne le jour même. Voilà, c'est comme ça. Genre, à mon avis, il y a eu des gens derrière qui vérifiaient que tout était vraiment bien. Les collectors, c'est impossible de les avoir avant le jour de la sortie. Ça dépend des coins. Après, les libraires sont assez respectueux de. Bien sûr, ils sont assez respectueux de ça. Après, il y en a qui. Et je veux bien l'entendre, qui font pour un jour, ça va, mon gars. Ouais. D'où l'intérêt de se mettre bien avec son libraire. C'est très important d'être un client. Mais si t'es bien avec ton libraire, franchement, il va t'arranger plein de trucs. Si c'est un gros libraire, parce que ça dépend aussi de ce qu'il vend, mais s'il vend bien, il te met trop de trucs de côté. Non, mais après, ton libraire, le principe, c'est que le mec, il te connaît, il sait ce que tu lis, tu vas régulièrement, tu parles avec lui sur tes séries, et il te conseille. Enfin, c'est un libraire, quoi. C'est pas juste un mec chez qui tu vas acheter un manga. Il y a un truc au-dessus, tu vois. Oui, mais il y a le truc de fidélisation, tu vois. Genre, s'il sait que t'es là souvent et que vous connaissez et tout, typiquement sur des trucs genre des collectors, éventuellement, il peut t'en mettre une de côté, tu vois. Oui, et puis si vous faites des trucs le soir ensemble. Là, il peut. Bon, après, chacun fait. Voilà. Chacun s'arrange comme il veut. Gère sa relation avec son libraire comme il veut. Chacun son libraire, 15 rue des Palmiers. Allez-y. 15 rue des Palmiers. Non, je sais pas, je dis une truc au hasard. Je crois qu'il y avait une blague. Pas du tout. Je sais pas ce qu'on fait sous les palmiers chez Johnny. Parlons maintenant, non pas de prix, si on va parler de prix de manga. C'est le titre de cette émission. Et les prix augmentent. Oui, alors peut-être on a parlé des mangas, des shonen, des mangas mass market, quoi, tout venant. Mais on a aussi des éditions qui sont toujours plus belles, mais toujours plus chères. On a des nouvelles gammes de mangas qui sont ultra luxe maintenant. Glénat avait tenté un truc il y a 10 ans. C'est ça, 10 ans maintenant. Quelque chose comme ça avec 2001 Night Stories. Ouais. C'est vrai, je me rappelle. Avec un coffret à 100 ou 200 balles. Que j'ai jamais acheté parce que je me suis dit c'est de la merde, c'est trop cher. Mais c'était signé et tout. Signé, numéroté. Il y avait que 2001 exemplaires, etc. C'était ultra luxe, 2001, dont un qui est dans mon appartement. T'habites où? Palmiers. Au 12. Et donc, personne, ça n'a pas tant marché que ça. C'est-à-dire, bon, maintenant, aujourd'hui, les 2001 sont vendus, tu vois, mais ça n'a pas été en 48 heures. Ça n'a pas été la folie que. Non, s'il est sorti aujourd'hui. S'il faisait ça aujourd'hui, avant même la sortie, il n'y en avait plus, quoi. C'est clair. Ouais. Mais moi, je l'ai trouvé à l'époque chez mon libraire. Je vivais à Lille à ce moment-là. Je l'ai acheté chez mon libraire à Lille. Et je me rappelle très bien. Il était en rayon et ça faisait déjà une semaine qu'il était sorti, tu vois. Mais je me rappelle très bien parce que j'étais interne. Stagiaire à ce moment-là chez Glénat et je sais tu peux le dire, on y était tous les deux. Oui, je sais, mais quand l'éditeur avait sorti, il était trop fier d'avoir sorti ça et j'ai fait, et toi j'avais pesé la fabrication avant et j'ai fait wow, mais c'est trop lourd. En plus c'était un truc moitié enfermé dans un coffret, prisme, il y avait un fourreau et tout, et du coup j'ai fait vas-y, j'achète pas ça. Déjà j'ai pas la thune, 200 balles c'est trop cher, c'est signé, je m'en fous. Enfin en vrai j'étais pas du tout la cible, mais tu me dis ça aujourd'hui, je fais
je suis trop dégoûté. En plus, 2001 Story, c'est trop bien, c'est de la science-fiction, c'est un truc, c'est ce que j'aime. Franchement, il m'avait dit ça aujourd'hui, je fais putain, je suis trop deg. Et puis c'est l'auteur d'un bouquin qu'on a adoré qui est Blue World, Ouais, qui est bah oui, réédité, Non, mais en réédité vrai, depuis. Mais c'est marrant parce que je crois que c'est à peu près la même époque où ils avaient aussi lancé leur gamme Vintage. Tu sais, où il y ouais. avait Cyborg 009, Ashita no Joe. Qui était une gamme low cost. Le voyage de Ryu. Et ça, typiquement, je sais que c'est une collection qui a pas très bien marché, tu vois. Il y a quelques-uns de ces titres qui sont d'ailleurs qui sont en arrêt de com, tu vois. Ouais. Et alors que je suis sûr que cette collection elle sortirait aujourd'hui, mais ça cartonnerait de ouf parce que c'est que des œuvres, tu vois. Peut-être pas en gamme low cost comme il l'avait fait à l'époque. Non, mais en changement et de luxe. peut-être là s'il faisait la Deluxe comme le fait Delcourt Tonkam sur les Tezuka. Ouais. Je pense qu'il y aurait moyen que ça fonctionne, ça, avec le hardcover. Ouais, bien sûr, mais pas sûr, tu vois, parce que ou alors ça dépend peut-être de l'œuvre, mais tu prends, ils refont l'école emportée pour le coup dans cette gamme-là, on va dire à peu près. La gamme un tout petit peu, elle est pas luxe, elle est, mais elle est classe. Elle est dans cette espèce d'entre-deux et elle marche bien, tu vois. Donc en vrai, je suis sûr. Mais c'est vraiment un truc de timing, quoi. C'est que c'est sorti un peu trop tôt, quoi. La question, en tout cas, pour revenir sur le prix, c'est est-ce que des mangas aussi chers, est-ce que des mangas à 30 balles, on peut les acheter aujourd'hui ? J'ai l'impression que oui, quand je vois ce qui se passe sur Lone Wolf and Cub, quand je vois les Tezuka, ça se... Bah complètement. Et puis parce que je pense aussi qu'il y a une partie du lectorat manga qui est aussi lecteur de BD aujourd'hui. Et si tu compares un Tezuka, une intégrale Tezuka, tu vois, à 30 balles par rapport à une BD franco-belge à 30 balles, ça va quoi, franchement, honnêtement, en termes de contenu, de densité, et t'as même beaucoup de lecture, plus de pages dans une Tezuka à 30 €. C'est ça, t'as plus dans à une lire. BD à 30. Exactement, t'as plus à lire. Même tu prends les éditions chez Cornelius, que ce soit Mizuki ou même Tezuka aussi. Tezuka, Château de l'Aurore, elle marche bien parce que voilà, tu sais que ce lectorat-là, c'est un lectorat qui a l'habitude de toute façon de beaucoup consommer, mettre d'argent dans la culture et honnêtement, voilà, mettre 30 balles dans un bouquin. Et je reviens sur ce qu'a dit Robin parce que c'est vrai que la collection vintage, Cyborg 009, on va dire que c'est vraiment assez connu, mais tu vois, il y avait Ashita no Joe quand même. Bah oui, c'est l'anthologie. Et tu te dis, et je suis assez d'accord, c'est une question de timing. Glénat n'a pas eu de chance sur ce truc-là. Mais c'est vrai qu'un Ashita no Joe aujourd'hui. Ashita no Joe, quand même. C'est voilà. mais je pense que tu l'as fait en hardcover à 30 balles. Elle part. Fou. Ouais, carrément. Elle part. Après, il faut convaincre. Ça demande beaucoup de boulot. Ça demande, je pense, deux bonnes années à mon avis de travail et il faut avoir le temps pour se lancer dessus. Bah on espère, espérons qu'ils soient dessus et espérons qu'ils aient le temps de l'être parce que c'est un peu la guerre maintenant. Mais effectivement, on a des perfects qui sont donc toujours plus chers parce que à une époque, une perfect, on l'avait peut-être à 12 balles. Maintenant, tu vois, avec Eden, alors c'est sûr que c'est des gros tomes, c'est des gros volumes, mais c'est 17 €. Full Metal, il est à combien ? Full Metal, il doit être 15 balles, non je sais plus. Ah tiens, bah regarde non, sur parce que, en fait, je croyais qu'il était à 12 balles et je regarde plus les prix moi maintenant quand j'achète, c'est mon problème. Regarde, pendant ce temps-là, il y a eu pas mal de bruit aussi autour de la réédition de Beck. Que les gens trouvaient, ou que les rééditions de Delcourt Tonkam qui étaient trouvées un peu chères. On a eu beaucoup de remontées du côté de vous, en fait, de certains auditeurs. Et donc on a posé la question, on a dit voilà, pourquoi ce prix ? Et concernant Beck, Delcourt Tonkam nous dit qu'il s'agit d'une nouvelle édition augmentée qui propose dans chaque volume plusieurs passages tirés des 3 fanbooks officiels parus au Japon. Ces passages ont un coût supplémentaire en termes de droits, un coût supplémentaire en termes de traduction et de lettrage, et qu'ils ont donc impacté ce coût supplémentaire sur le prix des mangas. Oui, ça se tient. Voilà, ça se tient. Bah oui, en vrai, si en vrai t'as du contenu supplémentaire inédit, tu vois, ça paraît logique de payer. Oui, ça quoi. C'était toi, Johnny, qui me parlait aussi de l'édition de Beck par rapport au prix japonais aussi. Non, c'est Die Dark. Tu t'en parleras après. Par contre, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à Quenotte, tome 2, parce que j'avais jamais pris la série, je l'ai pris récemment. Enfin, on avait déjà parlé avec l'émission avec traduction là, avec Vladimir Labert et j'avais jamais complété ma série. Et là, j'ai acheté le tome 2 et je fais. Le début, il y a 1 milliard de textes pour t'expliquer ce qui s'est passé dans le tome 1, chapitre par chapitre. Je fais ah ouais, le traducteur il a dû bien bosser parce que t'as vraiment un roman de, je sais pas, 150 pages dès le départ. Toi. T'as trouvé le prix de Full Metal ? Full Metal, c'est 12 €. C'est 12 €. Ah, c'est 11,90. C'est pas 15. Et du coup, mais après, je comprends le prix parce que pour moi, le papier, je suis pas méga fan.
c'est cool parce que tu peux le lire sous la pluie, mais en vrai. Tu parles de quoi, de Full Metal Alchemist? Metal. Ah oui. Oui, non, c'est mais du après, papier brillant, je pense que l'édition, c'est vraiment tu l'aimes ou tu l'aimes pas. J'aime bien l'édition perfecte dans son ensemble, mais c'est très sarkozyste ça. Tu en parles du président. Après, de toute façon. Pour ce papier-là, voilà. Bah, de toute façon, les 11,90, il me semble que les perfects chez Glénat aussi, les Dragon Ball. Oui, non, c'est peut-être 10,95. Ouais, mais il y a des Dragon Ball, t'as des pages couleurs, c'est un peu différent. C'est un ordre de prix. Ouais, mais tu vois, Full Metal, elle est belle, quoi. Franchement. Elle est belle, mais c'est vraiment ce papier, je sais pas comment on appelle ça, maté, brillant, glissant, satiné. Je sais pas. Mais après, ouais, 15, ça représente quand même un gap. Oui, complètement. Je pense que mais c'est tu aussi vois, pour ça que les 11,90, auditeurs. c'est bien. Bah effectivement, ça représente moins un gap, et ça c'est clair. Die Dark, oui, effectivement, non, tu voulais qu'on parle de Die Dark parce que c'est un prix qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que Die Dark est arrivé et il coûte combien? 13 euros 12. Non, il est 12. Il est à 12 euros. Alors, super manga, l'autrice de Doro et Doro, Ayashida Q, qui est de retour avec une nouvelle série qui déchire. Ouais, voilà. Bien. Tout simplement. On en a parlé dans les stars du manga du 2022. Et on va en reparler d'ici quelques semaines. Mais Die Dark, c'est un prix qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Parce que les gens ont trouvé ça cher sur un titre qu'il faut promouvoir parce que l'autrice, elle a énormément de qualité, mais très peu de ventes sur Doro et Doro. Pas suffisamment et pendant très longtemps. Donc je pense que la fanbase était plutôt dans une démarche, dans une volonté de populariser le travail de Hayashida Q, et que par conséquent avoir un manga qui sort au prix de la perfecte de Full Metal Alchemist, ça a fait parler. Mais t'as posé la question à Soleil, non ? J'ai posé la question à Soleil. On me dit quoi ? On me dit que le prix est basé sur le coût de fabrication du titre, ni plus ni moins. On comprend certaines réactions de lecteurs et on voulait proposer le même plaisir de lecture en France qu'au Japon. Et donc on a conservé l'intégralité de la fabrication atypique. Mais c'est ça en fait, Q et Yashida, elle a la même fabrication que Doro et Doro. C'est le format, il est un peu plus grand, le papier est assez fin. Et moi j'ai regardé justement le prix au Japon. Le prix au Japon c'est 880 yens. Et c'est à peu près, on va dire, un manga normal, on en a parlé en début d'émission, là, qui était à 509 yens, je sais pas quoi. Et en gros, 880 yens, ça représente 70% de plus. Et quand tu regardes en France, si on dit que le manga moyen, ou en tout cas le plus répandu, c'était 7 euros, 6,90, tu fais 70% de plus, bah ça fait 12 euros. Donc c'est la même chose qu'au Japon. Donc non, moi je suis pas... je dirais rien sur ce prix-là parce que Doro et Doro, je suis content d'avoir payé ce prix pour cette histoire-là et pour cet auteur-là. Je ferai la même chose pour Die Dark parce que c'est vraiment une belle édition et j'aime ce qu'ils ont fait. Doro et Doro, à une époque, je les trouvais soldés. Aux époques des soldes et tout. Les quelques libraires qui font des soldes, je le trouvais à chaque fois Doro et Doro et dedans, je fais c'est trop cool. 70% et tout, trop bien. Donc on parle de prix du bouquin. Chez Soleil, on nous dit qu'ils ont répercuté le coût de fabrication du titre, ni plus ni moins. Mais alors, comment on fixe le prix d'un livre ? Robin, tu as bossé le sujet. Tu peux nous dire exactement comment on fixe le prix d'un livre ? Bah, en fait, on va dire que c'est principalement affaire de rentabilité. Quand tu es éditeur, de toute manière, ton rôle, c'est quand même de pas perdre d'argent, ou en tout cas en perdre le moins possible. Tu veux du pèse, du fric, du pognon de dingue. C'est donc, ça que tu nous dis. Donc en fait, quand tu fais un livre, en gros, t'as deux... tu fais ce qu'on appelle un compte d'exploitation prévisionnel. Voilà, j'utilise des gros mots. Compte d'exploitation prévisionnel. Un CEP. Un CEP, comme on dit dans le jargon. Toi, le CEP, mon gars. Et en gros, un CEP, ça consiste en quoi ? C'est qu'en gros, on a deux colonnes. On a une colonne coût et une colonne recette. Et puis en fait, tu essayes d'atteindre l'équilibre ou en tout cas de gagner de l'argent par rapport au projet en question. Sachant que dans la colonne coût, on a, on va dire... T'as trois types de coûts. T'as ce qu'on appelle le minimum garanti. Donc c'est dans le cas d'un manga, en fait, c'est une licence qu'on achète à un éditeur étranger. Donc en gros, on paye cette licence. Et en gros, ce paiement, ça consiste en deux choses. C'est on verse d'abord un minimum garanti, c'est-à-dire qu'on verse une somme qui est équivalente à un nombre de tomes qu'on pense vendre. Voilà, en général, c'est basé sur le tirage ou sur une espérance de vente que tu vas faire. Donc, et en gros, au hasard, moi je pense que le manga sur l'histoire de la vie de Johnny, je pense que je vais en vendre 10 000 exemplaires, donc sûr et certain, dans les 2 semaines. Donc, je paye, je verse l'avance pour 10 000 ex. Voilà, c'est le principe d'une avance, c'est-à-dire que... Merci pour ma vie. J'y crois. Parce que l'édition, on rémunère sous forme de royauté, donc c'est un taux c'est un
pourcentage sur les ventes qui vont être la rémunération de l'ayant droit. Donc là, en l'occurrence, c'est un éditeur japonais. Mais avant de payer ces royautés, on paye ce qu'on appelle un minimum garanti. Donc c'est une somme que de toute manière l'ayant droit touchera. Si on même atteint si j'en vends si deux on et a, que voilà, personne n'est intéressé par la vie de Johnny. qu'on atteigne, qu'on atteigne nos objectifs ou pas, c'est le principe d'un minimum garanti. Et donc ça, en fait, c'est le coût ayant droit / auteur, on va dire. Et après, on a ce qu'on appelle les coûts de création. Donc là, dans le cas d'un manga, c'est principalement la traduction, parce qu'il va falloir payer un traducteur pour traduire les noms des artistes, tu vois, super. le texte du japonais au français. Ensuite, faut payer un lettreur, donc une personne qui va placer le texte dans les bulles et faire tout un travail de maquette à l'intérieur pour que même il y a un retravail des fois sur les onomatopées, des fois on traduit les onomatopées, etc. Donc ça, c'est un travail de prestation graphique qui a un coût aussi. Le graphiste pour la couverture, le logo. Le graphiste pour la couverture. Alors ça, souvent, c'est internalisé. Les sociétés ont leur propre studio graphique, enfin les maisons d'édition ont leur propre studio graphique, mais ça reste néanmoins un coût qui est comptabilisé. Interne. Et après, on a ce qu'on appelle vraiment le coût de le PIF. Ce qu'on appelle le PIF, c'est papier, impression, façonnage. Et là, c'est vraiment le coût. Le PIF, attends. C'est vraiment le coût de c'est pas du tout ce qu'il y a dans notre verre. Non, moi c'est le gin tonic. Mais... Et donc là, c'est vraiment le coût de production, des matières qui servent vraiment à faire un livre et qui vont effectivement avoir un coût. Alors là, effectivement, selon le tirage du bouquin, le PIF peut être plus ou moins important, selon les matières utilisées, etc. C'est ça, c'est-à-dire qu'avant de concevoir, de fixer le prix du bouquin, on va aussi estimer le nombre d'exemplaires qu'on va en vendre et donc le tirage qu'on fait. C'est ça, parce que là, on fait, les gens qui nous écoutent, si vous avez fait un peu d'économie, ils sont peut-être familiers avec ce que c'est que les économies d'échelle. Donc les économies d'échelle, en gros, c'est plus on produit un produit, moins il va nous coûter cher à l'unité, quoi. Ouais. On économise sur la masse qu'on fait, quoi. Et donc ça, en gros, pour en revenir à comment on fixe un prix, c'est qu'en gros on a en général dans le cas d'un bouquin cette colonne de coûts. Donc ça, c'est le prix de revient du livre. Et puis derrière, on va estimer un nombre de ventes qu'on va devoir faire pour rentabiliser ce coût. Et puis là, du coup, c'est sûr que si le prix de revient est très élevé, forcément, soit il va falloir en vendre beaucoup plus, soit il va falloir augmenter le prix du bouquin pour espérer cette rentabilité. Mais c'est pas automatique, je veux dire, c'est pas parce qu'on a mis on paye plus cher un livre qu'on va en vendre plus. Donc forcément, des fois, la variable qui va ajuster ça, c'est le prix. C'est le prix qu'on va fixer. Et après, il y a plein d'autres choses qui font qu'on fixe un prix. C'est effectivement, est-ce qu'on rentre dans une gamme de produits ? Là, si on rentre dans une gamme... on va forcément se caler au prix qui est déjà pratiqué. On parlait des codes prix de Glénat ou de Pika. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans les codes prix qu'ils ont déjà définis. Exactement, s'ils font un shonen, Glénat, ils vont pas le mettre à 12 € alors que leurs shonen sont à 6,90, tu vois. Il faut forcément se caler là-dessus. Sauf si c'est un shonen de 400 pages. Et c'est ce qui va provoquer des problématiques, mais là on en parlera peut-être un peu plus tard, sur quand c'est de la création, effectivement, le prix de revient est bien plus élevé parce que on paye bien plus cher les auteurs qu'on paye les licences. Donc, c'est clair. Et puis ensuite, il y a un truc qui fait aussi beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Après, je pense pas que dans la vie, les gens au café en discutent tant que ça, mais il y a les investissements en communication et marketing qui représentent aussi pour certains titres des valeurs assez importantes. En général, un éditeur de manga va fixer son investissement en marketing entre 3 et 7%. Ça dépend des éditeurs. Ouais, ça peut monter à 10 dans le cas d'un très gros enjeu. 10% de son chiffre d'affaires estimé. Voilà. Ce qui fait déjà une belle somme, mais sauf que quand t'as un blockbuster, tu peux aussi aller vraiment au-delà. Toujours plus pour Kaiju 8, toujours plus. Ah, voilà, tu vois, mais après, c'est peut-être gagnant, tu vois, faudrait vraiment prendre une calculatrice pour calculer. Après, c'est une question de rentabilité. Est-ce que l'argent qu'ils ont dépensé fait qu'ils ont vendu plus ? Et généralement, t'es pas con quand tu fais ça, quoi. Mais par exemple, je rebondis sur. On parlait de Die Dark juste avant. Je pense que ce qui justifie, du coup, après toute ma petite démonstration qui, j'espère, a été assez claire, ce qui justifie, je pense, un prix assez élevé, c'est que. Kyu Hayashida, c'est pas non plus une autrice qui fait des ventes de maboule en France, tu vois, genre même si elle est culte, Doro c'est culte, mais c'est pas une série qui a cartonné, tu vois. Ça, donc on sait que sa prochaine série, on va pas pouvoir la tirer à un nombre d'exemplaires vraiment très important. Surtout qu'il y a un format spécial. Sachant qu'en plus, du coup, il y a des problématiques de fabrication, vu que c'est des fabrications un peu spécifiques. À la limite, ce serait des coûts que tu pourrais absorber sur un gros tirage, mais vu que là, c'est pas le cas, puisque a priori, Kyu Hayashida n'a jamais fait des très grosses ventes en France, forcément, ta dernière variable qui te permet d'avoir un produit qui te permet
au moins de pas perdre d'argent, Ouais. c'est forcément d'élever un peu le prix, quoi. Mais ça me fait penser à Naruto. Il y a eu un moment où il y avait un gros battage médiatique sur le nombre en termes de tirage d'exemplaires, c'était 200 000. Parce qu'en gros, Naruto ne vendait pas 200 000. Mais il y avait un tirage à 200 000 parce qu'ils savaient qu'ils allaient vendre sur la longueur les 200 000 euros. Du coup, après, il y a aussi cette histoire de combien coûte le stock pour le bien temps sûr. qu'on les garde et qu'on les vende plus tard. Par exemple, le chiffre récemment qui a été annoncé, c'est celui de Kaiju 8. Kaiju 8, ils en ont fait un argument de communication. Ils ont dit on va imprimer à 250 000, c'est une première, c'est un truc de fou. Avec ces 250 000, ils n'ont pas prévu de tenir 2 mois. Ils ont prévu de tenir un an et tout le monde, tous les lecteurs aguerris savent que chez Kazé il y a quand même des ruptures assez régulières et qui sont pas non plus au taquet sur les réimpressions, contrairement à Glénat ou Kana par exemple, et qu'il y a des trous beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus calaire. Et donc ils ont fait un tirage pour tenir un an et demi, 2 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça, et sachant que le manga c'est quand même ça c'est quand même très bien vendu, donc ils vont peut-être pas tenir autant, mais ils voilà. sont en rupture. Mais le manga, c'est vrai que c'est une industrie un peu culturelle un peu particulière qui est que souvent tu t'engages sur des séries qui peuvent être assez longues et du coup forcément à chaque nouveau tome qui sort, surtout sur une série qui marche, tu vas recruter et tu vas du coup revendre du tome 1 et donc forcément il faut que tu aies du stock d'avance parce que vu qu'aujourd'hui on en parlait, les matières premières c'est compliqué de les trouver pour réimprimer, etc. Sachant qu'en plus la réimpression ne fait pas partie des priorités des éditeurs, ils vont forcément prioriser sur la nouveauté. Et donc c'est pas dans la priorité des imprimeurs non plus. Voilà, exactement. Donc l'anticipation est très importante. Donc du coup voilà, faut anticiper, faut avoir du stock d'avance, etc. Et dernière chose, quand on parle d'investissement marketing, l'investissement marketing, il va être étalé sur la totalité de la série. Donc, si tu dépenses, je sais pas, 100 000 euros sur Kaiju 8, sur le dépenser plus. Forcément, tu comptes que c'est un investissement qui va valoir le coup au tome 5, sur 6, 7 et ainsi de suite. Quoi. C'est des plans sur plusieurs années. C'est ça qui est délicat parce que souvent dans l'édition, on calcule la rentabilité par EAN, donc par projet, enfin par produit quoi. Et c'est vrai que dans le cas d'un manga c'est toujours un peu compliqué parce que en vrai t'investis pas sur un tome, si t'as une série de 100 tomes forcément c'est aussi des logiques et des manières de travailler qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans l'édition. Sachant que tu perds des lecteurs à chaque tome. Oui, voilà. Donc en plus il faut penser à cette perte de lecteurs entre chaque tome et il faut l'anticiper, et quand elle est plus forte que habituellement, souvent c'est quasiment la même chose pour chaque manga. T'as des pertes de lecteurs qui sont attrition des ventes, on appelle. Exactement, tout à fait. J'ai pas voulu utiliser on utilise des bons mots. Ouais, là c'est attrition. Il y a 2 T ou il y en a qu'un? C'est l'émission, il y a 2 T je crois. Enfin 3 avec Sion. Oui, d'accord, merci. J'ai posé la question aux éditions Glénat, je leur ai demandé si du coup pour conserver le fameux code prix GL10, on pouvait pas rogner un peu sur la fabrication, sur le papier, sur les gens, sur le format, je sais pas. One Piece, tu vois, ça en reste plus petit, jeune, tu vois. Et pourtant, il est plus grand qu'un Kaiju 8. Et donc, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit que la recherche du meilleur prix est un travail de tous les jours, mais qu'une collection low cost n'est pas la meilleure solution pour eux. En effet, les soucis de prix de fabrication impactent avant tout les titres à petit tirage avec peu de lecteurs. Ouais. Ils avaient déjà tenté la collection vintage, Ashtanojo, Cyborg 009, et à ce moment-là, ils proposaient un prix réduit pour une fabrication simple, sans jaquette, petit format, pour essayer d'augmenter le nombre de lecteurs. Et ça n'a pas été une réussite à l'époque. À l'heure actuelle, les lecteurs papier sont plus en recherche d'un bel objet, on parlait de Tezuka, même s'il est plus cher. Ceux qui souhaitent juste lire au prix bas vont plutôt aller voir côté numérique aujourd'hui. Et le plus important pour un éditeur, c'est de savoir bien calibrer le tirage, le nombre de lecteurs potentiels dont Robin parlait, le public, l'âge, les centres d'intérêt, la fabrication et le prix public pour avoir un coût équilibré. Donc c'est ce fameux CEP. Ce qu'on appelle le point mort. Le fameux point mort. Le point où seuil de rentabilité. où on ne perd plus d'argent. Il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont à 3000. 3000. Enfin, je sais pas s'il y a une pas, moyenne je aujourd'hui. connais dans la BD, je peux te dire, mais dans le moi manga, j'avais retenu ça il y a peut-être 5 ou 6 ans. J'allais dire, gros, il y a 10 piges, à 3000. C'était il y a 5 ou 6 ans, on me disait, tu vends un manga à 3000, tu restes en point mort. C'est ça. Oui, je pense que t'es rentable à 3000, mais ça a pu changer ça a dû changer. Ça dépend du prix de la licence. Dernier message, parfois une belle fabrication avec quelques centimes de plus permettent de capter l'attention de plus de lecteurs et d'être plus rentable, et en plus on se fait plaisir en tant qu'éditeur. C'est ça qui me fait dire... C'est peut-être ce truc sur Die Dark. Oui, c'est le Die Dark avec le format, etc. Mais je me dis, la vintage, c'était dur parce qu'en termes de couverture, ok, il n'y avait pas de jaquette,
Mais même la couverture qu'ils affichaient donnait pas forcément envie. C'était très réduit. C'était un petit carré avec une image. Et je pense que tu changes cette couverture. Tu la mets avec. Époque aussi. En fait, tu mets avec du vernis sélectif. Tu mets avec un truc plus grand qui donne envie en fait. En fait, je pense que c'était un truc aussi. C'était très charté les couvertures. C'est-à-dire que toutes les couves de la collection étaient elles sont toutes les mêmes, noires, etc. Alors que c'est vrai que c'est un peu. Je pense que c'est un truc un peu d'une autre époque où justement l'éditeur voulait un peu mettre en avant sa collection. Aujourd'hui, je pense qu'on fait moins ça, on est plus au service de l'œuvre, tu vois. Genre, autant les intégrales Tezuka sont très chartées, mais c'est le même auteur, tu vois, donc ça dérange pas trop. Là, c'est vrai que t'avais donc t'avais du Ishinomori, t'avais Ashitanojo, t'avais etc. Donc c'est vrai que ça crée peut-être un distinguo un peu trop important. Malgré tout, il y a beaucoup d'opérations pour proposer des mangas à des prix très 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 réduits. Il y a notamment les fameux 48 heures BD. Ça tombe bien, c'est ce week-end. Yes. Voilà, on sort l'émission, on est mardi soir, donc à partir du 1er avril, à partir de samedi. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. A lieu les 48 heures BD. Donc 48 heures BD, c'est quoi ? C'est des bouquins à 2 balles. 2 euros. 2 euros, pardon. Ouais, parle bien là. Oh. C'est des bouquins à 2 euros et c'est aussi des animations un petit peu dans toute la France. Ouais. Notamment, si vous êtes du côté de Metz, je vous encourage à aller au Momi Manga pour voir une magnifique exposition sur Fortnite of Apocalypse avec de magnifiques textes. Mais qui les a écrits Je pense que c'est moi. D'accord. Les 48 heures BD, cette exposition va tourner un petit peu dans toute la France. Si vous êtes libraire ou si vous êtes bibliothécaire, c'est bien. Eh bien, vous pouvez contacter Pika pour avoir l'exposition que j'ai écrite. Ils vont recevoir 10 000 mails demain là. Les pauvres. Ouais, mais juste parce que c'est Maxime. Non mais c'est bien. Non mais en vrai c'est bien. Tu touches des sous Absolument pas. Mais non, il a déjà été payé. Pas encore. Appel à l'aide. Peut-être falloir que je les appelle, effectivement. Non, plus sérieusement, les 48 heures BD, il y aura quoi ? Il y a des bons titres à 2 euros. Si vous avez jamais lu Hiruma à l'école des démons, ça va être à 2 euros. Et c'est trop bien. Ouais, on en avait parlé ici. Goblin Slayer, je suis moins fan, mais c'est cool aussi. Ouais, puis c'est une série. Il est à 2 euros. Quintessential Quintuplette. C'est 2 euros ou 3 euros ? Ah, tu me mets le doute. Mais non, mais c'est pas ça, mais ce que. Ah, mais à une époque c'était 3, c'était 2 et tu crois que maintenant ça a monté ? Bah, je sais pas. Je crois que c'est 3, mais. Alors maintenant c'est peut-être 3 euros. Alors bon, écoute, les gens fact-check. Non, mais je veux pas qu'on fasse fake news 5DC, ils ont dit 2 euros, bah, écoute, 3 euros. Après, je finis ma liste et pendant ce temps-là, tu regardes. Je vais regarder 48 Donc j'en étais sur les Quintessential Quintuplette, la version noir et blanc. Mais c'est des gros titres quand même. C'est quand même des gros titres, ouais. La version noir et blanc, parce qu'il y a la version couleur qui sort aussi ce mois-ci, mais là qui sera plein pot. Et un shoujo chez Akata qui s'appelle À tes côtés de Megumi Morino. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez avoir pour les 48 heures de la BD ce week-end. Et ben soyez heureux, c'est 2 euros. Bah oui, j'avais raison, évidemment, c'est 2 euros. Je sais pas pourquoi j'avais dit 3 Parce euros. que sur le conducteur c'est écrit 3. Peut-être. Non, parce qu'en fait, si j'ai écrit 3 dans notre petite fiche conducteur, c'est qu'il y a aussi les offres découvertes qui sont à 3 euros. En fait, il y a plusieurs systèmes d'offres découvertes. T'as un tome acheté, un tome offert. Ouais. Donc du coup, souvent, sur des mangas à 7 balles, ça fait 3,50, tu vois. Ouais. Sur, je sais pas, les Doki Doki, par exemple, ils sont à 7,50, donc ça fait 3,75. Oui, d'accord. Le tome, si tu veux. Un acheté, un offert. Et un acheté, un offert, voilà. Et puis, il y a les mangas, les fameux mangas à 3 euros. Tu sais, on dit Naruto, c'est le manga le plus vendu en France, enfin, le tome le plus vendu en France chaque année. Le tome 1, et bah, c'est un manga à 3 euros. D'accord, je vois. Et ça, c'est des offres, on va dire, d'hypermarché. Oui. Tu sais, c'est des offres très accessibles, très mass market, avec des mangas à 3 euros. T'as Fairy Tail, Assassination Classroom. À une époque, t'avais Captain Tsubasa. Qu'est-ce que t'as d'autre J'ai dit Fairy Tail, Last Class, Détective Conan, c'est à 3 euros aussi. Si vous connaissez pas Détective Conan, c'est cool pour les 2 premiers tomes. Bah voilà, tu sais, tu peux essayer à ce prix-là, tu peux essayer des. Ouais, tu recrutes. Tu peux essayer, donc effectivement, ça recrute. Chez Pika, on nous disait que t'as des opérations marketing qui permettent de mettre en avant des séries terminées pour eux. D'accord. Ils ont plusieurs séries qui en bénéficient et ils font ce type d'opération, les mangas à 3 euros, sur des licences très fortes pour lesquelles ils aimeraient élargir le lectorat. Donc ça tombe nickel pour Fairy Tail. Ouais. Bah, je pense que c'est déjà, à mon avis, c'est une question de négociation avec l'ayant droit, donc c'est peut-être plus facile à négocier quand la série est terminée. Alors figure-toi que j'ai posé la même question à Glénat. Et finalement, chez Glénat, on prend moins ce truc de manga pas cher pour une bonne nouvelle.
dans le sens où on m'a dit que c'est des opérations qui visent à relancer une série en proposant un prix bas sur les premiers tomes pour inciter un nouveau lectorat à se plonger dans l'aventure. Jusque-là, on est d'accord. Et c'est une méthode qui fonctionne, comme les fameuses opérations 2 tomes pour le prix d'un. Mais ce type d'opération ne peut concerner que des séries bien particulières, des séries avec beaucoup de tomes, là ils sont en rapport avec Picard, bien connus du grand public, et qu'un timing propice à la relance comme l'arrivée d'un animé. Les partenaires japonais n'aiment pas beaucoup ces opérations. Voilà. C'est là où il y a cette petite précision qui est assez importante. Pourquoi les partenaires japonais n'aiment pas ces opérations ? Car il faut expliquer à l'auteur pourquoi son titre a besoin d'être bradé. Et, là, on touche à l'ego. Oui, bien sûr. Et croyez-moi que les auteurs de manga, ils ont un bon écho. Ouais, mais 2 euros, c'est 500 yens aujourd'hui, tu sais. C'est le prix. 3 euros. Mais 3 je euros, sais, mais ouais. tu mens. Tu mens sur la fluctuation. Et donc, ils finissent par dire qu'ils tentent de toujours donner des bons arguments pour les convaincre de l'utilité de l'opération quand c'est nécessaire. Non, mais parce qu'en vrai, il y a des bons arguments, ce qui est le recrutement. Quand une série est méga connue, le problème c'est comment tu la fais découvrir à d'autres personnes. Parce qu'en soi, de base, elle est connue. Comment tu fais dépasser la sphère. Les gens, il y a déjà un bouche à oreille qui existe, mais comment tu arrives à aller au-delà de cette sphère-là ? Mais tu sais, c'est la vraie lutte des éditeurs quand ils sortent une nouveauté blockbuster, c'est comment toucher un nouveau public. Qui ne s'attend pas à celle-ci. Ouais. Rappelez-vous du lancement de Promise Neverland, c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler au sein des gens qui connaissaient déjà Promise, donc ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise que c'était bien. Au final, ça les avait même saoulés parce qu'ils le savaient, alors du coup ils n'avaient plus envie de le lire. Mais l'idée... Psychologie inversée. C'est ça. Mais l'idée c'était de toucher un autre public, et ils ont réussi avec Promise. C'était de toucher des gens qui n'étaient pas déjà lecteurs de manga ou pas encore, ou pas suffisamment lecteurs de manga pour s'intéresser à ce titre. Je pense que tu avais quand même pas mal de punchlines pour Promise Neverland qui étaient... quand Death Note est sorti, ça a fait un truc qui a changé. Et ils ont vendu le Promised comme ça. Le Promised, c'est un nouveau Death Note qui va changer le game. Ou Promised, c'était des game changers, clairement, comme Kaiju l'est probablement. Ou comme Dan Dadan le sera s'il sort cette année en France. Mais après, il y a aussi une question pure de rentabilité, parce que forcément, un titre à 3 euros, on peut se poser la question. Enfin, on peut légitimement se poser la question. Pourquoi il est à 3 euros ? Est-ce que tu arrives à être rentable avec un mais manga parce que, en fait, tu as déjà été rentable. Parce que, non, mais c'est vrai que je veux dire, c'est un truc dont j'ai pas parlé quand je parlais du comment on fixe le prix du livre. Il y a ce qu'on appelle aussi le coefficient. Le coefficient, c'est le rapport entre le prix de vente et le coût, sans prendre en compte forcément le tirage, etc. Et là, le coefficient, en général, faut arriver à un chiffre quand même supérieur à 4-5, tu vois. Et avec un manga à 3 euros, forcément, ton coefficient, il va être inférieur à ça, donc il va difficilement être rentable en tant que tome, tu vois, mais parce que rien que le coût d'impression et tout ça va peut-être et c'est pour ça que le but c'est pas d'être rentable, mais comme tu disais, le but c'est pas d'être rentable, c'est de recruter et du coup de créer la rentabilité sur en gros les gens qui vont acheter les tomes suivants, qui seront eux pas à 3 euros, quoi. Bien évidemment, et il est possible après ça il faudrait rentrer, tu sais, vraiment dans les coulisses, mais il est possible que soit ce soit l'éditeur, l'ayant droit japonais qui rogne sur ses royautés, ou soit l'éditeur français qui rogne sur sa marge intégrale. Oui, c'est possible. Les deux solutions sont... Non, mais comme là dernièrement il y a Urban Comics qui a lancé une gamme de comics cultes à 5 balles, ou je crois que c'est 5 balles. Franchement, honnêtement, c'est difficile d'imaginer comment ils peuvent gagner de l'argent avec ça, parce qu'en fait, leur but, c'est pas tant ça, c'est d'être présent et de promouvoir le comics. Mais on y vient, parce que dans le manga, cette année, depuis quelques mois maintenant, plusieurs mois maintenant, il y a l'éditeur Vega, qui à la base était associé à un autre éditeur qui s'appelle Steinkiss dans une autre maison d'édition. Mais il a changé. Et ils avaient lancé la collection Vega. La partie Vega a été rachetée par Dupuis entre-temps. Et il a fallu repackager, refaire les jaquettes et ainsi de suite de tous les mangas. Et ils ont relancé presque l'intégralité de leur catalogue à 2 euros. Et là, 2 euros ? Bah 2 euros, ouais. Tous les premiers tomes des Vega Dupuis étaient à 2 euros. Birdman, super titre, Birdman, 2 balles. Mais ça, tu vois, c'est aussi, et je rebondis sur ce que disait la personne de chez Glénat, c'est que c'est dangereux aussi parce que ça peut te donner, parce que dans le marketing, souvent on dit il y a un truc qui s'appelle la perception prix. C'est-à-dire que
en général, tu projettes sur le prix d'un produit, la qualité et... Je m'attends à 6,90, Exactement. je veux cette qualité-là. Alors, quand tu proposes un manga à 2 balles qui est pas connu, genre Birdman, mine de rien, c'est pas connu, même si l'autrice est très talentueuse et tout ça, mais c'est forcément, ça va en renvoyer chez le lecteur, genre, c'est quoi ce manga à 2 balles, c'est bizarre quand même, tu vois. Oui, et donc, ça peut être intéressant, ça peut être dangereux aussi. Il y avait le bandeau qui expliquait relance, machin, bien sûr, changement de... mais c'est un... Il y a le bandeau qui disait titre de qualité pour 2 €. validé par l'éditeur. Non, mais c'est à double tranchant. Je veux dire, c'est une stratégie qui peut être très intéressante. Après, comme là, elle peut être. On est tellement sur un cas particulier, puisque un éditeur racheté par un autre, machin. Mais ça, le lecteur n'est pas censé le savoir. Oui. Tu vois, ça, clairement. Il est pas censé être au courant. Il voit de juste ça. un manga à 2 €, il fait cool. Exactement. Bah, soit il se dit cool, soit il se dit soit c'est chelou. Il y a Andy si c'est à 2 Rush. balles, c'est quoi leur Mais bruit. s'ils ont écouté la 5DC, ils savent que Birdman c'est un bon titre. Donc allez-y, achetez Birdman à 2 €, c'est très bien. Ce mois-ci, au mois d'avril, oui, on est fin mars, mais donc le mois prochain, Noé Graphics lance une nouvelle collection à 3,95 €. Là, on n'est pas à 2, on n'est pas à 3, on est à 3,95 €. Non, mais c'est surtout, il lance une collection. Il lance une collection, exactement. C'est pas une série qui existe déjà, c'est rien du tout. Non, pas du tout. Il lance une collection avec 3 titres, Copé Lion, Ozuki et Elegant Yokai. Oui, j'ai fait les versions courtes des titres des 3 mangas. Une collection à 3,95, ça a de quoi surprendre. Ça a de quoi clairement surprendre. Cette collection, elle va être sans jaquette. Oui. Avec couverture à rabat, elle va être à l'italienne. Moi, j'ai l'impression, dans la façon dont ils me l'ont décrite, j'ai l'impression qu'on est sur une édition italienne. Si vous avez déjà eu un manga italien en main, on a l'air de ressembler à ça. Après, peut-être que je me trompe, on verra dans quelques semaines quand on aura le manga en main, on en reparlera. Oui, parce qu'attention, présentation à l'italienne, normalement, c'est quand la hauteur est inférieure à la largeur du bouquin. Faut être Alors, voilà les termes techniques. Ça, c'est un terme technique de l'édition, mais plutôt dans le manga. C'est une fab à l'italienne. C'est une fabrication à l'italienne dans le sens où ça ressemble au manga italien et qu'on est sur un prix italien un peu en dessous d'ailleurs, parce que les mangas normaux ils 3,95 c'est vraiment presque prix japonais en fait. Quasiment un prix japonais, on est sur un prix japonais. Après on est sur des titres, tu vois, Copé Lion, c'est sorti en 2008 au Japon. Oui, c'est vieux. Ça, en plus, c'est totalement dans l'actu. Hein. L'animé est arrivé en 2013 en France à l'époque sur ADN. Et il n'y a que l'animé qui est connu en France, donc ils ont quand même pris une série dont l'animé est pas inconnu. Mais en fait c'est ça, c'est qu'ils ont un coût de licence qui est moindre par rapport à des trucs. C'est ça, depuis 2008 c'est sorti, c'est fini en 2015, personne n'en a voulu, ça fait 6 ans que personne n'en veut. Ouais, je pense qu'ils l'ont pas payé cher. D'accord, ok. Et que du coup ils font une fab pas chère. On leur a demandé, on a posé la question très clairement, est-ce que avec cette collection vous êtes rentable ? La réponse est celle-ci. On a fait le constat d'une offre en manga toujours plus vaste, doublée d'une envolée des prix qui nous a convaincus de proposer cette collection. En tant que passionnés nous-mêmes, nous sommes bien conscients que le budget de nos lecteurs n'est pas extensible, alors que la soif de découverte, elle, est illimitée. Cette collection, c'est la possibilité de découvrir de nouveaux titres, parfois cultes, sans faire exploser le porte-monnaie. Cette collection est spécifique dans notre catalogue. De plus, notre ligne directrice n'a pas changé, proposer des mangas de la meilleure qualité possible, au prix le plus juste. C'est également ce qui guide la collection XS pour laquelle nous avons mis en œuvre tout ce qui est possible pour proposer de beaux objets à moins de 4 €. Oui, nous sommes rentables sur cette collection. C'est notre expérience et nos connaissances dans la fabrication qui nous permettent de proposer ces tarifs tout en garantissant la juste rémunération de tous les acteurs impliqués. Les ayants droit ont accueilli l'idée avec beaucoup de bienveillance et nous les remercions de leur confiance. Franchement, le mec écrit bien. Ouais, là, il n'y a pas à dire, c'est une belle réponse, etc. Parce qu'en vrai, il ne sait pas s'il est rentable. Il n'a pas encore vendu. Bah non, il peut pas savoir parce qu'il a pas vendu. Non, mais sur son CEP, il a calculé qu'il allait en vendre suffisamment. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est cool. Par contre, alors c'est hyper intéressant parce que ça va à l'inverse total de ce qu'a dit la personne de chez Glénat pour le coup. Tout à fait. Qui a dit genre en vrai quand c'est pas cher, les gens ils préfèrent acheter du numérique, tu vois, plutôt qu'avoir des bouquins de piètre qualité entre guillemets. Alors je veux pas dire que Nové Graphics fait des ouvrages de piètre qualité parce que globalement ils sont connus pour par ailleurs justement ils font du beau livre. Pour faire des livres beaux et là du coup ils font une fab plus comment dire moindre on va dire. Enfin carrément. Plus. Et du coup voilà est-ce que alors, ils tentent. Ils peuvent pas savoir s'ils seront rentables. Non, mais t'as l'impression que c'est un peu le timing de la version vintage de Glénat. Et là, eux, ils vont le tenter maintenant. Tu vois.
En vrai, c'est ça. Mais ils le font avec des titres un peu moins vieux, un peu moins cultes, mais qui sont attendus par une communauté. Tu vois, Copelion, pour le coup, je pense que c'est attendu. Peut-être plus que. Enfin, on va voir. Tu vois, il y a Ozuki le Stoïque, Elegant Yokai Apartment Life et Copelion, donc qui sortent en même temps le 15 avril. Il y a des animés qui existent par ailleurs, et un peu plus tard dans l'année, par exemple, ils vont faire un manga de cartes qui s'appelle Capeta, qui est super attendu de réputation. Ouais. Combien de ventes ça va faire, j'en sais rien. Mais tu vois, est-ce que finalement ce prix moindre va vraiment booster les ventes? Ça, c'est toujours une question où tu peux pas vraiment savoir quand tu lances un truc. Mais non, ça se trouve, ils auraient fait cette collection à 7 balles. Comme tu disais, si c'est des titres attendus, ça se trouve, les gens auraient été capables de mettre 7 €. Tu vois, est-ce que ça va attirer plus de gens? C'est toujours ça qui est compliqué. C'est la vraie question. Mais regarde, tu vois, il y a une opération cette année entre les éditions Kiun et les hypermarchés Carrefour. Et ils ont fait une série de tomes, tu sais, mes versions comme les gros Jump, tu vois. Des sortes d'intégrales. Un peu bas de gamme, à 4 €. Ouais, c'est des intégrales, genre 416 pages ou même 448 pour certains. Ouais, c'est assez gros. Et t'as vraiment un pavé. Et c'était 4 €. En termes de format, c'est du 15-21, donc c'est pas un truc petit, tu vois. Ouais. Et c'était des gros titres. T'avais Darker Than Black, qui a été quand même assez connu. T'avais le premier manga de Kohei Horikoshi, le mec de My Hero Academia, il y avait Barrage. T'avais 2 tomes de 384 pages, donc c'est vraiment des gros trucs. Sur du papier chiotte. Et tu vois, ça vaut 4 €, il n'y a pas de jaquette. Ouais. Donc voilà, t'es en direct. Ouais, c'est comme un vieux Jump, quoi. Et c'est tout imprimé. Et un pavé. En couleur, les couvertures, quand même. En couleur. Ouais. Les couvertures, ouais. Moi j'ai pris Darker Than Black, parce que je ne l'avais pas. Mais t'avais des trucs bien. Hein. Tout était bien. T'avais Barrage, t'avais King's Game, t'avais Q, t'avais Poison City, t'avais Secret. Après, en revanche, c'est sûr que même si, comment dire, en termes de rentabilité, c'est plus compliqué, ça te fait un levier de communication qui est fort aussi. Mais voilà, c'est ça. Je pense qu'en rentabilité, t'as 0. Si tu vois, nos événements graphiques, ça se trouve, ces séries-là, ils auraient pas pu vraiment communiquer dessus. Même si elles étaient un peu attendues, tu vois, mais et là, ils ont trouvé un levier qui permet de justement faire accéder la série à mais tu vois, par exemple, Kiun n'a jamais fait une seule communication sur les bouquins chez Carrefour. Non, et ce qui est bizarre, parce que Carrefour, par contre, lui, a communiqué en 4x3 dans les rues. Mais ça, c'est peut-être un truc lié à la relation avec les ayants droit japonais, pour le coup, tu vois. Peut-être que c'est délicat de communiquer comme des bâtards sur un truc un peu bradé, entre guillemets. Mais tu vois, mais tu vois, c'est le sens c'est un produit d'appel. Tu fais pas ça pour gagner de l'argent. Tu fais ça pour recruter des lecteurs sur plusieurs séries, toi. Et pour leur dire, le manga, c'est cool, lisez c'est ça, parce que ça se trouve, il y a aussi le truc tout bêtement c'est pas forcément recruter sur cette série-là, c'est recruter pour du manga, dire lisez du manga, les gars. Et en même temps, renforcer ton lien avec Carrefour, qui par ailleurs vend beaucoup de mangas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les gens ils font un truc chez Carrefour, chez Leclerc et tout ça, c'est qu'ils prennent je vais donner un exemple, un My Hero Academia, et puis ils vont prendre la Carrefour du Naruto à 3 €, la jaquette du Naruto à 3 €. En Scred, ils vont rajouter la jaquette du Naruto à 3 €, ou le détective Conan, ou le Fairy Tail. Et puis ils vont mettre leur nouveau manga qui vont passer en caisse ou en caisse automatique. Et bah tu sais quoi, ils vont payer à 3 balles. Et bah ça me rappelle le kilo de banane pour payer une PS5. Je salue le geste d'arnaqueur. Non, c'est pas mal. Et en hyper ça arrive. Voilà, c'est un truc. Voilà, si vous travaillez dans les hypermarchés, faites attention. On est content de donner une combine illégale à nos auditeurs. Non, là on donne comment défaire cette combine illégale. On donne. Là nous on balance. C'est comme le kilo de banane avec la PS5. Ça n'existe plus maintenant. On est Julien Courbet là ici. On payait les noix de cajou au prix des cacahuètes non épluchées. Oh c'est salaud ça. Au prix du riz ou des coquillettes. Ouais. Pour les pignons de pain, c'est ça. Non, les noix de pécan. Ça c'est le truc le plus cher, je pense. Mais vous êtes qui, messieurs? Parce que moi je paye le vrai prix. Je paye mon produit. Mais on paye tous le vrai prix des mangas. Le prix d'une création manga, est-ce que ça doit être plus cher? Parce que Radiant, il est pas beaucoup plus cher. En fait, c'est toujours le même problème, c'est que je reviens à ce que je disais sur comment on fixe le prix d'un livre. C'est affaire de rentabilité, quoi. C'est-à-dire que si ton prix de revient, il explose, entre guillemets, par le coût auteur, parce qu'en fait, en gros, là, en l'occurrence, on va dire que le coût... Enfin, payer un créateur, payer un auteur français de manga, en vrai, c'est quasiment 3 fois plus cher que payer une licence, tu vois. Et donc, forcément, ça veut dire que ton coût, il va être...
presque 3 fois plus important côté, côté coût, quoi. Et donc forcément, si tu le laisses au même prix, parce que tu te dis, ouais, mais bon, mon manga c'est un shonen, donc forcément, il faut qu'il soit au prix du shonen. Donc à 6,90, il va falloir que tu en vendes vraiment beaucoup parce que forcément, vu que ton coût a augmenté, forcément ça veut dire que mathématiquement le point mort il va augmenter, quoi. Donc il y a que 2 solutions de toute façon, c'est soit tu en vends plus, soit tu augmentes le prix de vente. Et donc si tu veux vraiment le vendre comme un shonen et te dire je vais m'adresser aux gamins qui lisent du shonen avec ce manga là, je vais le laisser au même prix, quitte à prendre le risque de perdre de l'argent parce que je vais pas forcément en vendre parce qu'on va dire, vous parliez de 3000 pour un point mort sur un manga. Sur une création, on va être plus sur du 10 000, tu vois. Donc, et honnêtement, les créations françaises qui vendent à plus de 10 000, il y en a vraiment pas beaucoup. Tu vois, très peu. Et je pense Radiant, voilà. EverQuest. Oui, aujourd'hui. Mais en vrai, EverQuest. Mais par Everdark. Everdark. Parce que EverQuest, c'est mon jeu de MMORPG. Mais par contre, ça peut être un pari. C'est à force de nous parler de jeu aussi. Oui, après, et c'est là où du coup, l'éditeur redevient un éditeur au sens propre, c'est que c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que quand Glénat ils font les shonen de Christophe Cointeau, bon je pense pas qu'ils aient été rentables parce que je pense pas qu'ils se soient vendus à plus de 10 000, mais ils ont misé sur cette hauteur-là, tu vois. Ils se sont dit, si c'est pas cette série-là, ce sera la prochaine, et si c'est pas la prochaine, ce sera celle d'après. Outlaw Player, au début, ça s'est pas super bien vendu, mais c'est correctement vendu, mais pas non plus, je pense, de ouf par rapport à l'investissement qu'ils avaient fait, parce qu'ils ont quand même fait un trailer animé chez Gonzo et tout à l'époque. Et là, c'est une histoire entière, parce que pour le coup, Outlaw Players a été édité avant. Enfin, il était en ligne, disponible, etc. Donc, mais sauf qu'aujourd'hui, Outlaw Player, ça va être prépublié au Japon dans un magazine de Kodansha, quoi. Et ça, c'est ouf. Ouais. Mais en plus, vous pointez un truc qui est doublement vicieux, c'est-à-dire que de base, comme une création française, ça coûte plus cher. T'aurais envie de te dire, si je remets du marketing dessus, ça va me recoûter encore plus cher, tu vois. Mais si tu mets pas du marketing dessus, comment tu veux que la série elle soit connue? Parce que les gamins ils lisent tous des trucs qu'ils connaissent, tu vois, donc des séries qui sont publiées au Japon, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un truc vraiment difficile, et c'est pour ça que voilà, je veux pas, si on a des auteurs ou des aspirants auteurs qui veulent faire du manga en France qui nous écoutent, je veux pas les démoraliser. C'était un peu le cas quand Nicolas Forçon était venu, il les avait déjà un petit peu démoralisés. Je vous renvoie vers l'émission qu'on a fait qui s'appelle BD versus manga, avec Nicolas Forçon qui est éditeur de bande dessinée chez Glénat, mais qui a aussi été éditeur de manga français chez différents éditeurs. Et c'est difficile, quoi. Enfin, c'est vraiment, si vous vous lancez dans cette voie-là, voilà, ayez conscience que ça va pas être facile. Déjà, les conditions qu'on va vous proposer, ça va pas être facile pour les éditeurs. Et c'est pas vraiment, c'est pas parce que l'éditeur est un méchant qui veut vous faire, qui veut vous non, saigner. C'est le marché. C'est juste qu'en fait, il y a une question de rentabilité. Déjà, de toute manière, il va vous payer un prix qui fait que de toute manière, votre bouquin, il y a quand même de fortes chances qu'il soit pas rentable. Donc il va essayer de jauger, mais c'est sûr que c'est difficile, quoi. Et puis tout le monde ne peut pas en vivre, en fait. Voilà. C'est ça aussi. Mais par contre, il truc. y a cette idée de parier, quoi. C'est-à-dire mais que. Mais de toute façon, chez Glen, j'avais posé la question sur ce qu'ils en pensaient, eux, justement, de la rentabilité des mangas de création et du prix. C'est une réflexion à avoir. La création est plus coûteuse qu'une acquisition au départ, avec le prix pas du manga. Très peu de titres arrivent à être rentables à l'heure actuelle. Voilà, ça résume ce qu'on a dit. Moi, le manga français que j'attends le plus cette année s'appelle Reaper. Reaper, retenez ce nom, R-I-2-P-E-R. Jack Reaper. Non mais vous allez voir, c'est signé Giro qui avait fait. J'adore son dessin. Mais Giro c'est trop bien. On est déjà acquis à la cause. Mais non, mais c'est vrai que c'est une des dessinateurs sur l'île Berry, je finis ma phrase. Non mais l'île Berry c'est ouf. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle problématique, c'est que les auteurs français, ils partent avec on va dire un vécu. Donc c'est difficile d'arriver aujourd'hui comme ça sur la game, en disant voilà, je dessine du manga et du coup payez-moi, alors que en vrai tu sais pas si tu vas marcher. Et c'est ce que tu te disais, Robin, c'est un pari. C'est vraiment ok, on veut te payer, mais en vrai on sait pas si on sera rentable. Et souvent t'es pas rentable en tant qu'éditeur, tu perds de l'argent. T'es pas rentable aujourd'hui, mais peut-être que demain. Et voilà. C'est ça. Et c'est exactement ça que je voulais dire sur Outlaw Players. C'est une belle histoire parce que Outlaw Players, il a commencé il y a longtemps.
Et Ouais. ils ont fait un trailer dessus, c'est un magnifique trailer. Et la série aujourd'hui est publiée dans Kodansha, alors que ça fait longtemps qu'elle est sortie chez Kiyun. Et c'est une super série. Mais on... Et son manga à l'époque, Bébé Project, c'était cool aussi. Ouais. Ouais. Mais on citait Dreamland et Radiant, honnêtement. Alors, j'étais pas dans le secret des dieux à ce moment-là, mais je suis pas sûr que c'était des séries qui ont été rentables tout de suite. Tu vois, c'est des séries Non, et surtout Radiant, dont par on a exemple, laissé le temps. Et, Pas tout de suite. Radiant, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. mais- Ankama l'a pris, mais personne n'en voulait. Oh non, il y avait d'autres personnes qui le voulaient pour Mais le coup. pas- Radiant. non, mais pas je au pense prix que- assez cher. Je pense que c'est des Pas séries. au prix qu'Ankama a donné, mais Ankama, c'était une période de déraison à cette époque-là aussi. Mais je pense que c'est des séries aussi qui sont devenues rentables. Je sais pas, peut-être à partir du Oui. tome 4-5, tu vois, un C'est- truc comme en fait, ça. il faut avoir une et- rentabilité à long terme. Et dis-toi qu'il y a une époque aussi à Ankama, le CEP n'existait pas. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a encore des éditeurs qui marchent sans CEP. Ouais. Mais en même temps. Des nouveaux éditeurs. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui a permis à Radiant d'avoir du succès. Oui. Parce que si Peut-être. t'étais comment dire, Oui. t'étais Tunnel Vision sur ton CEP, tu dirais bah on arrête au tome 3 parce que là Bah oui, ça marche tu vois, pas. ça marche pas. Mais non, Et mais en c'est fait, mais non, c'est ce qu'a dit Dreamland. Mais Mais c'est ce qu'a dit Renaud Le Maire dans notre émission. C'est ça qui est Il a- difficile. L'éditeur avait dit vas-y, bon bah on part sur 3 tomes. Et Renaud il a fait ouais c'est ça, ouais. 3 tomes. Mais dans sa tête, il a jamais dit justement le nombre de tomes qu'il voulait faire. Mais Et c'est pour ça que- Tony Valente non plus. Et voilà. Dès le début, Et en il est vrai, parti sur un arc qui Bien faisait sûr. beaucoup plus que Et 3 c'est tomes. ce qui marche de toute façon. Bien évidemment. Bon, il faut qu'on vous laisse maintenant parce que Ouais, c'est là où ouais. on pourrait continuer pendant J'avoue, des sur la heures. création, là, on pourrait- Sur ce genre de c'est truc. tellement bien, mais j'ai envie de On en pisser. reparlera dans l'été, on en reparlera dans l'été. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des questions un peu plus précises sur les termes et tout, sur le mot attrition, Oui, oui. enfin n'hésitez pas, Les 3T. On n'hésitez sait que pas ce sera dans l'URL déjà. à revenir vers nous à ce sujet sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut. C'est coquinou.